Chers amis, bienvenue au Salon Watches and Wonders édition 2025. Il y a toujours une émotion assez particulière à être ici avec vous et en particulier à commencer avec la marque que nous apprécions qui est juste derrière nous, qui est autre que Rolex. Aujourd'hui, on va faire deux choses ensemble. La première, c'est aller voir les nouveautés en particulier très réussies à mon sens, Land Dweller. Et juste après, je vous demande de rester 2 minutes supplémentaires, aller voir l'exposition en cours qui va retracer un petit peu l'idée et les inspirations derrière la Land Dweller en partant évidemment de la Oyster Quartz et de la Texan ou Texano à la fin des années 60 pour arriver aux finitions du bracelet, aux innovations du mouvement. Suivez-moi, vous n'allez pas être déçus. Chers amis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de celle qui fait beaucoup parler cette année, qui n'est autre que la Rolex Land Dweller. On va voir deux choses importantes. La première du design et la seconde, tout ce qui a trait au mouvement et à tous les brevets qui ont été déposés, en particulier avec un tout nouvel échappement. Le design de la Land Dweller, c'est une évolution contemporaine de tout ce qu'on avait pendant la période du quartz à la fin des années 60 et au début des années 70, en particulier chez Rolex. Vous le savez, pendant les années 60, la Suisse a eu un rôle moteur pour les avancées, les évolutions sur le mouvement à quartz adapté aux montres bracelets. On pense notamment au milieu des années 60 à la présentation du premier mouvement à quartz suisse, le Beta 1, qui va suivi par le Beta 2 et ensuite le Beta 21 à la fin des années 60. Et cela est fait par un conglomérat de marques suisses qui travaillent ensemble pour faire justement briller la Suisse en termes de mouvement à quartz. Et à la fin des années 60, on va voir le mouvement Beta 21 du Centre électronique horloger, donc le conglomérat de plusieurs marques suisses, habillé une montre Rolex. Il habillera également d'autres marques comme la Patek Philippe que l'on connaît si bien et d'autres pièces. Cette Rolex à quartz, c'est la référence 5100. On la surnomme aussi Texano. C'est une montre balèze. On a besoin d'avoir un bloc de 2 kg au poignet. On a vraiment cette montre avec un bracelet intégré, tout en or 18 carats, avec un boîtier avec un plat de lunettes bien brossé et avec ce bracelet à maillon caractéristique rectangulaire. Et si vous connaissez Rolex, au début des années 70, en particulier à partir de 1972, ils vont vouloir développer leur propre mouvement à quartz et cela va durer jusqu'en 1977 avec la présentation du 50-35 avec une date et 50-55 pour le day-date. Mais bon, le calibre à quartz Rolex prenant un petit peu de temps, au milieu des années 70, 74, 75, on va voir l'apparition d'une référence et même de plusieurs références, 15-30, 16-30, qui va être cette montre mécanique à remontage automatique avec le boîtier et le bracelet de la Oyster Quartz. Et grosso modo, à partir de 1977, les Oyster Quartz vont vivre 25 ans environ et après ce sera terminé. Donc la Land Dweller, c'est en partie une inspiration qui a été évidemment largement retravaillée de cette idée du boîtier sport à bracelet intégré des années 70. Ce que j'aime, c'est évidemment les détails du boîtier et du cadran qui n'ont pas été laissés au hasard. La première chose à noter, c'est l'utilisation pour les modèles qui ont la lunette cannelée d'un cannelage un peu différent, un cannelage un peu plus large, ce qui fait qu'il y a moins de cannelure que sur une lunette traditionnelle. Et ça, on le remarque finalement au premier coup d'œil quand on regarde la montre. C'est un joli détail. On a le plaisir de trouver pour cette première itération de la Land Dweller un cadran avec un motif nid d'abeille. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, vous remarquerez que le contrepoids de l'aiguille des secondes est aussi en forme de nid d'abeille. Deux finitions différentes, un blanc intense pour la version en or laser gris et pour or ever rose, et une version ice blue ou bleu glacier pour la version en platine. Vous connaissez l'histoire. Tout a été très bien travaillé. Franchement, j'aime beaucoup amener ma loupe avec moi pour regarder les détails. Les index en applique sont juste superbes. Il y a un brevet qui a été déposé à nouveau pour la finition de la matière luminescente au sein de l'applique, qui est vraiment juste parfaitement optimisée. Les chiffres sont très jolis. Quand je parle des chiffres, je parle des chiffres 6 et 9. On a une date à 3 heures et franchement, tout est cohérent et très bien fait. Surtout, j'ai envie de vous dire, deux versions disponibles pour toutes les déclinaisons dont je vous ai parlé. 36 mm, 40 mm, avec un bracelet qui est juste sublime, qui reprend à la fois un peu du bracelet qu'on pouvait connaître à la Oyster Quartz, mais avec un hybride de jubilé au centre sur 3 maillons. Et d'ailleurs, avec l'alternance de poli et de brossé, on obtient un bracelet qui est juste parfait, il n'a pas de chute, donc il est quand même assez présent, mais il épouse merveilleusement bien le poignet. Et si vous ajoutez à cela cette dimension contenue et préférée pour moi, 36 mm avec une épaisseur de 9,7 mm, vous êtes aux anges et je suis aussi aux anges. Après la partie design, on va passer à la partie mouvement qui est encore plus importante et encore plus innovante. Quand on découvrait la 1908 avec son calibre 71-40, on avait vraiment l'idée d'un mouvement qui se dévoile, qui veut nous montrer des choses et surtout qui est très peu épais. Mais ici, on a un peu l'évolution en beaucoup plus puissant du 71-40 avec le 71-35 qui présente pas mal d'innovations et pas mal d'innovations qui, franchement, nous mettent quelques claques et qui nous mettent à terre.
La première chose qui importe, c'est de vous parler de l'échappement. Vous savez, c'est par là que s'échappe l'énergie. Vous avez le barillet, vous avez les roues, et là vous avez l'échappement et ensuite la précision, l'oscillateur avec le balancier et son spirale. Ici, l'échappement, il s'appelle Dynapulse. Il a fait l'objet de 16 dépôts de brevets. La grosse différence par rapport à un échappement à encre suisse, c'est qu'ici, vous allez avoir un échappement à distribution séquentielle qui ne va pas complètement réinventer la roue, mais qui va permettre, en fait, tout en étant à 5 Hz, donc 36 000 alternances par heure, de conserver les mêmes performances, c'est-à-dire superlatif chronomètre, moins 2 plus 2 secondes par jour. Vous savez, on dit toujours, et c'était un peu le cas avec la haute fréquence et le travail de l'haute fréquence dans les années 60, c'est que si vous prenez des chocs, si l'utilisateur prend des chocs, en fait, le mouvement ne va même pas les ressentir, l'échappement ne va pas être abîmé et la précision ne va pas en être altérée. C'est pour ça qu'on aime bien la haute fréquence pour protéger la montre et la précision de la montre en particulier. Je pourrais passer des heures à vous parler de cet échappement à distribution séquentielle Dynapulse, mais je peux aussi vous parler de l'axe de balancier en céramique, je peux vous parler du spiral si particulier à Rolex, et ici pour la haute fréquence, les spires du spiral sont un petit peu plus larges pour justement pouvoir encaisser la haute fréquence. Bref, toute une myriade d'évolutions, d'innovations qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu parce que tout ce travail de l'échappement à distribution séquentielle par roue de transmission, on ne le voit pas. Et pourtant, il est bien présent et il fait que cette montre, c'est un véritable succès. Et franchement, merci Rolex d'avoir été dans ces territoires qui sont vraiment ces territoires de prédilection, c'est-à-dire faire sobre, mais faire très innovant. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les prix, mais en tout cas, pour la Rolleisor grille 36 mm, nous sommes à 14 450 € et après, ça part de manière exponentielle, surtout quand on parle d'or et quand on parle de sertissage sur la lunette et de diamant taille baguette sur les index, mes versions favorites. GMT Master 2, ça vous parle forcément. Couronne à gauche, ça vous parle forcément, on l'a vu ces dernières années. Ici, grosse nouveauté avec la GMT Master 2 et la présentation pour la première fois d'un cadran en céramique verte Cérachrome. Vous avez tous les détails qu'on connaît d'habitude à Rolex. Vous avez une lunette avec indication nocturne, partie noire, et diurne, partie verte, qui fait évidemment écho au Cérachrome vert. C'est la même matière, mais traitée différemment. Bref, une très jolie pièce. Ici, dans une version en or gris 18 carats, sur un bracelet Oyster. Ici, une montre qui est vraiment très furtive, très commando, très militaire. Ça marche très très bien et c'est assez original de voir de la céramique s'installer sur du cadran. On va maintenant passer par Oyster Perpetual. Vous vous souvenez, ces dernières années, il y a eu un peu une folie de la couleur sur les OP comme on appelle, ou Oyster Perpetual. Je vous rappelle Perpetual pour dire que la montre utilise un mouvement mécanique et un remontage automatique perpétuel et que l'aiguille des secondes, si je puis dire, ne va jamais s'arrêter. On avait vu les couleurs roses, les couleurs corail, les couleurs jaunes qui étaient plutôt peps, qui étaient plutôt fortes. Ici, on va s'étendre un petit peu avec l'implantation de 3 nouvelles couleurs pastel. J'ai nommé lavender pour une couleur qui se rapproche de la lavande. J'ai nommé beige pour une couleur beige, ma couleur favorite, et une couleur pistachio, s'il y a forcément un petit peu d'italien qui vient se mêler là-dedans, pour une couleur qui se rapproche de ce qu'on aime en termes de pistache et de dessert à l'italienne. La couleur lavender n'est pas dispo pour la 41 mm de diamètre, mais sinon tout est dispo pour toutes les tailles en termes de couleur de cadran. À part ça, on trouve toutes les caractéristiques techniques qui nous plaisent beaucoup dans le Oyster Perpetual, à savoir surtout une grande dose de simplicité. On va finir par un de mes gros coups de cœur en plus de la Land Dweller cette année, la 1908, vous savez, qui retrouve pour moi les racines un peu celliniennes, si je peux dire, de la collection Cellini des années 70, années 80 chez Rolex. Cette montre très simple avec une petite seconde à 6 heures, évidemment superlatif chronomètre, cette aiguille des heures à pomme évidée en or qui est tout simplement sublime. Et surtout cette année, le gros coup de cœur, c'est l'utilisation d'un bracelet et la présentation d'un bracelet en or jaune 18 carats avec vraiment 7 rangs de maillons, très très fin. On a l'impression de retrouver les travails de chaîniste qu'on aimait. Le bracelet se pose à merveille en termes d'ergonomie, c'est juste surpuissant. Et il y a même eu un petit dépôt de brevet, on ne s'en rend pas compte parce que vous remarquerez qu'au niveau du bout du bracelet qui va se rattacher aux anses, on a une courbure. Alors quand on a un bracelet en cuir, c'est facile de mettre une pompe courbée. Ici, c'est très compliqué, donc il y a un assemblage qui est difficile et ça marche juste à merveille quand on met la montre au poignet. C'est un délice, c'est mon coup de cœur en plus de la Land Dweller. On fait un passage rapide par la Datejust 31, lunettes Certi de diamant taille brillant. J'aime beaucoup ce cadran, il me fait songer au cadran vignette chez Rolex dans les années 80, en particulier sur les Day-Date. On mettait du rouge laqué sur le cadran et ensuite on mettait du noir et on faisait tourner le cadran très très vite, comme ça le noir venait se déposer sur le périphérie du cadran. Et là cette année on a un peu cette même idée, sauf que le cadran n'est plus peint, n'est plus laqué, mais il est obtenu à partir d'un traitement PVD, un dépôt PVD, et il est soleillé, rouge au centre, noir vers l'extérieur. C'est une petite bombe, c'est magnifique. On a le plaisir d'avoir entre les mains deux pièces assez fantastiques. Qui l'eût cru, le mélange du bleu turquoise et de l'or jaune 18 carats pour un Cosmographe Daytona. Ici sur un bracelet Oyster Flex avec la déployante or jaune également. C'est juste magnifique comme combo. Franchement, je le dis encore une fois, mais or jaune turquoise, ça fonctionne, preuve en image. Enfin les amis, on va finir avec un petit bonbon GMT Master 2 œil de fer. C'est un mélange d'œil de tigre, de jaspe rouge et d'hématite argentée.
Ces trois pierres-là, en fait, on a l'impression d'avoir de la lave sous les yeux, c'est juste un bonheur. Et quand vous mélangez ça avec un boîtier en or Ever Rose, c'est juste divin. Chers amis, c'est tout pour moi pour les présentations des nouveautés Rolex 2025 en direct du salon Watches and Wonders. Navré, j'étais un petit peu long, mais je pense que la Land Dweller est une pièce à prendre vraiment très au sérieux. Je pense que dans les années à venir, on va avoir d'autres déclinaisons, on va avoir d'autres cadrans et j'ai vraiment hâte de les voir. Mais en tout cas, tout ce qui ne se voit pas forcément, en tout cas, doit s'expliquer clairement. Et ici, l'innovation est vraiment divine. J'espère que les explications vous auront plu. Et maintenant, on va aller faire une petite visite du côté de l'exposition à propos de cette Land Dweller et de toutes ses inspirations. C'est parti. Chers amis, j'ai toujours un petit rituel quand j'arrive sur le stand Rolex. J'aime toujours aller faire le petit tour de l'exposition un peu muséale qui est en place. Et aujourd'hui, elle est consacrée évidemment à la Land Dweller, à l'inspiration et à tous les beaux détails qui font de cette montre un futur succès. Suivez-moi. Ce que j'aime beaucoup évidemment, c'est l'inspiration, la Texano, présentée en 69, disponible en 70. On compte peut-être entre 1000 et 2000 exemplaires. Ce bloc d'or jaune avec le calibre Beta 21 à l'intérieur, qui est le fruit du travail de pas mal de manufactures suisses pour aller un peu taper sur le marché du quartz, ce qui n'a évidemment pas marché, vous connaissez la suite. Mais en tout cas, une très très belle pièce. Et on retrouve un peu dans la nouvelle justement Land Dweller ce côté plat du boîtier sur le dessus avec ses finitions chanfreinées très sympathiques. Sur le boîtier, évidemment, le côté du bracelet avec ses maillons rectangulaires, on le retrouve aussi. Bon, là, ici, on va avoir quelques dessins préparatifs, si je puis dire, pour le design du boîtier de la Land Dweller. Rien de plus que ça. Ici, quelques finitions sur le bracelet, parce que ce que je ne vous ai pas forcément dit, c'est que ce que j'aime beaucoup sur ce bracelet, c'est que l'extrémité des maillons est chanfreinée. Donc, du coup, ça apporte un joli détail qu'on voit ici. Et puis après, vous avez le côté poli du jubilé au centre. Et vous voyez ce côté vraiment chanfreiné apporte un très très beau contraste avec la partie brossée verticale. Bref, en tout cas, comme d'habitude, les finitions sont assez parfaites chez Rolex. Comme je vous le disais, entre 72 et 77, le temps que le calibre, propre calibre Quartz Rolex sorte, on a pris le boîtier Oyster Quartz préparatif, on va dire, et on y a mis un calibre automatique. Ici, c'est la version 1630 en or et acier, la version 1530 en acier. Très jolie version bimatière, avec vraiment, on retrouve les codes purs et durs de la Land Dweller qu'on revoit aujourd'hui finalement, avec ce bracelet un peu hybride entre un jubilé et un bracelet Oyster Quartz classique, et le cadran qu'on connaît à Rolex avec ce réo, toujours très important dans la famille Oyster Quartz. Bon, là, ici, on voit un petit peu toutes les déclinaisons qui sont possibles et on retrouve vraiment, on peut regarder dans les détails ce cadran nid d'abeille très bien réalisé, toujours joli, avec des jolis index en applique, et même le détail que j'aime beaucoup, vous pouvez retrouver sur le contrepoids de l'aiguille des secondes cette forme de nid d'abeille. Ça, c'est un joli détail. Chers amis, vous le savez, Rolex n'est pas que des innovations esthétiques, c'est des innovations qui ne se voient pas au cœur du mouvement. Ici, avec le calibre 7135 et plus de 18 demandes de brevets, on a la puissance de présentation d'un nouvel échappement. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit la présentation de ce genre d'échappement. Ici, c'est la présentation de l'échappement d'Inapple, qui fonctionne un petit peu comme un échappement à encre suisse dans l'idée vraiment très très loin, proto-encre en rapport avec le balancier. En fait, si vous voulez, la transmission, elle est vraiment optimisée dans le chemin de l'énergie du barillet vers le balancier, avec justement une distribution séquentielle. Ici, évidemment, vous avez un schéma qui est plus lent, mais vous voyez bien l'idée en fait de cette distribution séquentielle, plus précise, plus sèche, 5 Hz, donc 36 000 alternances par heure, une très très belle précision. C'est tout pour moi pour les nouveautés Rolex cette année. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir bien davantage de marques en direct de ce salon Watches and Wonders de Genève édition 2025. On vous aime toujours plus fort. Merci.